En octobre dernier, on a réalisé une émission avec Jean Morzel, qui a vécu une expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'il est sorti de son corps, il était dans un hôpital, une salle d'opération, il a tout vu ce qui se passait, il a senti des choses que le commun des mortels ne sent pas, et il est revenu dans son corps, mais avec des souvenirs assez extraordinaires. On avait été précipité par le temps, on n'avait eu que quelques minutes. Or, on a eu un tas de courriels subséquemment de gens qui disaient « on aimerait ça que vous le réinvitiez ». Je leur répondais « quand il sera de retour, puisqu'il s'agit d'un collègue français, quand il sera de retour au pays, on l'invitera ». Il est avec nous, Jean Morzel, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'évêque. Alors, on a beaucoup entendu parler de votre entrevue. C'était un peu rapide. J'en suis ravi, d'ailleurs. Si vous voulez, on a du temps, là, maintenant. Ouais. On a presque, 35 minutes pour parler de ça. Expliquez-nous ce que vous avez vécu. Vous êtes mort, mais vous n'étiez pas mort. Expliquez-nous. C'est-à-dire que, ayant reçu une balle dans la poitrine, je me suis donc retrouvé inanimé sur le sol et opéré. Et disons que lors de cette opération, j'ai reçu donc un masque sur la poitrine, avec un masque sur le nez, avec un mélange de chloroforme et d'éther, qui m'a endormi. Mais je suis tombé dans un trou noir à ce moment-là. Et si vous voulez, je me suis réveillé quelques instants plus tard, le temps, je ne le sais pas, quelques instants plus tard, en haut de la pièce, en train de regarder une opération qui se déroulait en dessous de moi. Donc c'est à l'hôpital, ça? C'était à l'hôpital. OK. Et c'est en quelle année, ça? 1949. Donc, vous aviez été attaqué par... J'avais 20 ans et je faisais mon service militaire. Et lors d'une manœuvre, il y a eu une mauvaise manipulation d'une arme et j'ai reçu le coup dans la poitrine d'une balle qui était dans le fusil. OK. Alors donc, vous êtes couché là et le premier souvenir que vous avez, vous êtes hors de votre corps. Voilà, je me réveille en haut. Je ne suis pas sorti de mon corps, je ne me suis pas vu sortir de mon corps. Je me suis retrouvé, après être passé par un trou noir, en haut d'une pièce regardant une opération. Si vous voulez, c'était quelque chose d'extrêmement surprenant pour moi, nouveau bien entendu, et avec, si vous voulez, la surprise, mais pas de crainte, aucune crainte. J'étais vraiment serein, mais curieux de l'état dans lequel j'étais, curieux de la manière dont je vivais. Et à ce moment-là, j'ai eu quand même la curiosité de voir ce que faisait le chirurgien sur ce corps étendu. Et à ce moment-là, je me suis précipité d'une manière instantanée, en un zoom instantané, au bout du scalpel du chirurgien, et je l'ai vu entailler la chair. Je me rappelle même le tissu, le tramé du tissu qui était au-dessus du corps du patient. Comme vous aviez été un caméraman avec vue en plongée avec zoom. Exactement, je ne peux pas me dire qu'un zoom. Et puis, la surprise passant, je me suis retrouvé instantanément dans le sens inverse, en haut, toujours de cette pièce, et j'ai été surpris de voir toutes les possibilités que j'avais, car j'ai eu brusquement envie de monter, je suis monté, j'ai eu envie de descendre, je suis descendu, et à un moment donné, je me suis retrouvé contre un mur, et j'ai eu envie d'aller contre ce mur, pourquoi, je ne sais absolument pas. Et j'ai traversé ce mur, je n'ai eu aucune résistance. Et vous savez, Toulouse est une ville qu'on appelle la ville rose, qui est à base de briques. Et je me rappelle, en même temps que je vous le dis, je me rappelle le passage du mur. Je vois les galets de Garonne, le mica. Vous voyez à l'intérieur du mur? Non, je me vois traversant le mur. Mais quand vous êtes en train de traverser, c'est quoi la sensation là, quand on passe au travers? Il n'y a pas de sensation. Je traverse le mur. Et je me retrouve de l'autre côté. Et de l'autre côté, je retrouve un grand parc, la nuit, parce que c'était quand même la nuit, le porche du fond par lequel j'étais arrivé, et en dessous de moi, un garage de vélo. Et disons qu'au bout d'un certain temps, je suis rentré à nouveau dans cette salle d'opération, où j'ai vu également tout ce qu'il y avait de bizarre dans cette particularité. Car à ce moment-là, je connaissais les paroles qu'allait prononcer le chirurgien ou les gens qui étaient là. Comme si c'était une pièce de théâtre qui se déroulait en bas. Exactement.
Exactement, vous avez trouvé le mot juste, c'était une pièce de théâtre où moi, je regardais ça d'en dehors. Mais ce qui était surprenant, c'est justement, c'est quand je savais que les gens allaient prononcer telle parole, faites-moi passer tel instrument, que j'ignore évidemment, j'entendais dans la pensée des gens. Et après, j'entendais la parole qui était prononcée. Donc je l'entendais en un écho. Je l'avais déjà entendu dans leur esprit. J'étais dans l'esprit des gens. C'est vraiment très curieux. Je savais les animosités qu'ils avaient les uns avec les autres. Et à un moment donné même, le seul moment où ma position a été un peu désagréable, c'est que j'ai senti qu'une infirmière qui était là allait tomber dans les pommes, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et j'ai senti une espèce de vague à l'âme, de nausée presque. Hein. C'est le seul moment un peu particulier. Et elle est tombée dans les pommes et le chirurgien l'a poussée, je dois dire, avec son pied, pour lui dire, bon, ben, elle s'en remettra, elle, pensons au patient. Ensuite de quoi, si vous voulez, j'ai eu envie de me promener, parce que je voyais à 360 degrés aussi. C'est curieux comme explication. Comment peut-on voir à 360 degrés? Moi, je voyais à 360 degrés. Ensuite de quoi, j'ai voulu visiter l'hôpital. Et à cette époque-là, il y avait une vitre en verre, une vitre qui était dans la porte. Et j'ai traversé donc cette vitre comme j'ai traversé le reste. Et j'ai senti mon corps s'étirer. C'est le seul moment, et le corps, je dis mon corps, mais qu'est-ce que j'étais? J'étais une entité particulière. J'étais en entier. Le sentier élastique, là. Bloum. Exactement. Bloum. Je me suis senti mais étiré. pas à travers le mur, juste à travers la vitre. Absolument pas. Mais simplement à travers le verre de la porte vitrée. Je suis passé dans l'hôpital, et à ce moment-là, en sortant, j'ai vu un poste d'eau. Un poste d'eau qui aura son importance, c'est pour ça que je le signale. Hein, j'ai vu un poste d'eau et j'ai traversé l'hôpital qui, à ce moment-là, je n'avais plus aucune crainte sur les portes, les fenêtres. Je passais tout droit, je passais dans des salles ou de dortoirs, évidemment, avec des malades. Et disons que j'ai eu une impression de calme, de tranquillité au fur et à mesure que le voyage s'effectuait. J'étais heureux, surpris, étonné, mais nullement inquiet. Jamais je n'ai été inquiet. Et vous ne pensiez plus au corps qui gisait sur la table d'opération? Absolument pas. Oublié. Moi, j'étais en entier dans mon corps, j'allais dire, non, dans ce que j'étais. Et puis, je suis revenu dans la salle d'opération. Et à ce moment-là, toujours par curiosité, je me suis dit que j'ai brusquement me suis rendu compte que sous la table d'opération, il y avait une plaque marquée armes et cycle de Saint-Étienne, le fabricant de la table d'opération, une plaque de 18 cm, arrondie des quatre côtés, avec une impression blanche sur un fond vert. Et si vous voulez, en même temps que je vous la raconte, je la vois. Vous la voyez encore très bien. Ah oui, très bien. Je ne sais pas ce que j'ai mangé à midi, je ne sais pas ce que j'ai fait hier, mais cette plaque que je vois en ce moment, elle a 59 ans dans mon esprit, et je la vois encore exactement comme elle est. Mais là, vous avez vu au travers du matelas, au travers de tout ça? Je l'ai vu. Et alors, ensuite de quoi, si vous voulez, je me suis retrouvé donc au-dessus de ce corps qu'on opérait, car ça a toujours été une dissociation totale. Mon esprit était ailleurs et il y avait un corps là au-dessus sur lequel je suis passé. Et j'ai eu envie d'aller au bout de ce corps. Pour quelle raison? Je ne sais pas, j'ai été attiré. Et une fois que j'ai été attiré, je suis passé au-dessus des pieds de l'individu. Je suis redescendu et je suis monté dans un... d'aucuns diront que c'est un tunnel, mais enfin moi c'était plutôt grumeleux, nuageux. Et je suis monté. Et je suis monté dans ce tunnel. Est-ce qu'il y avait de la lumière dans le tunnel? Parce qu'on nous parle souvent de lumière. Non, point encore. Ah. Point encore. Il y avait donc simplement la seule chose un peu particulière, c'est qu'il y avait une espèce de voile bleu, comme s'il était agité par une espèce de courant d'air au-dessus. Et ensuite de quoi, je suis sorti de ce tunnel après quelques instants, en montant. Et je me suis retrouvé dans un espace noir.
Je dis espace parce qu'il n'y avait aucune limite. Tout était noir. Et de noir profond, de noir vraiment, vraiment noir. C'est curieux parce qu'on ne parle pas de lumière Ouais. puis des anges qui chantent des cantiques ou je sais pas Vous quoi. m'avez demandé le détail, je vous le fournis. Ok, alors vous êtes dans un trou noir. Je suis, non, dans un espace noir. Ok. Tout était noir. Et disons que, brusquement, au fond, comme souvent, vous savez, en hiver, lorsqu'il fait très noir, le matin au réveil, on voit une lueur lors du lever du soleil. Et cette lueur, c'était exactement ce qui s'est passé. J'ai vu une lueur, et cette lueur s'est transformée au fur et à mesure, et s'est approchée de moi. Et en même temps, elle est venue vers moi, et disons, elle s'est transformée. Et elle s'est transformée en une lumière, mais une lumière d'une puissance inouïe, beaucoup plus importante que les spots que j'ai tout autour de moi, plus forte qu'un flash de photographe. Est-ce que vous sentiez de la chaleur ou mais pas c'était juste encore. la nuit? Ah. Non, pas encore. Et elle n'éblouissait pas. Elle avait une puissance énorme, mais elle n'éblouissait pas. Et disons que je vais vous dire des choses qui vont absolument vous paraître étonnantes, me disant que je Mais fais... jusqu'à maintenant, c'est très étonnant. Là. Ça va bien, ça va bien. Si vous Ce voulez n'est m'étonner rien- encore, ce on n'est revient rien partir. à côté de ce qui va arriver. Car cette lumière m'a entouré. Et elle m'a entouré. Et cette lumière était pleine d'amour. Comment voulez-vous que je vous explique qu'une lumière était pleine d'amour? Il n'y a pas de mots pour dire ça. Et pourtant, si vous voulez, il y a eu un échange télépathique. Hein. Elle m'a parlé, cette lumière, évidemment. Ce n'était pas des mots, mais c'était des sentiments, c'était des sensations. Il y avait une osmose entre cette lumière et moi. Et surtout, cette lumière m'aimait. J'étais aimé par une lumière fabuleuse, exceptionnelle. Mais quand vous dites aimer, vous voulez dire... Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'aimer, ça veut dire bien des choses. Je ne peux pas dire ce que c'était, mais il y avait une osmose. J'étais à l'intérieur. Je ne suis pas rentré dans cette lumière parce que c'est le grand grief que je reproche dans mon expérience. C'est que quand je raconte cette histoire à mes expérienceurs qui ont vécu également les MDE, parce que je ne suis pas seul, heureusement, à avoir vécu ça. Mais je ne peux pas dire autre chose que c'était un amour, mais pas un amour humain, c'était pas un amour comme on aime une femme ou on aime sa femme, ou quand on est amoureux, c'était 1000 fois plus grand, c'était énorme, c'était colossal. Et auprès de cette lumière aussi, j'ai appris tout, je connaissais tout, je savais tout, j'avais la science infuse. Et chose curieuse, si vous voulez, j'étais dans un état d'euphorie, mais incommensurable. Vous étiez bien. J'étais merveilleusement bien. Mais comment vous faites pour savoir que vous saviez tout? Ah, Comment on fait pour le savoir? Parce que sur le moment... vous n'aviez pas d'examen de maths. C'est comment qu'on fait pour l'évaluer? Absolument pas, je n'avais aucun examen. Mais j'ai su que je savais. Alors, si vous voulez, on fait une petite pause. Ouais. Persuadé que les gens vont rester pour voir comment vous êtes revenu de tout ça. Ça va être tellement le fun qu'on dit pourquoi revient-on? On en parle en 3 minutes. La mort imminente, on dit que c'est une des plus documentées à travers l'histoire, à travers ce qu'on connaît de cette expérience-là. Alors, donc, on en était rendu au moment où vous êtes dans la lumière. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Ben déjà que j'ai vécu un moment merveilleux, un moment que je n'oublierai jamais, un moment que j'ai la chance de revivre chaque fois que j'y pense. Et si vous voulez, je suis joyeux, je sais que bientôt je vais mourir, hein, parce que j'ai 80 ans, donc j'ai quand même une espérance de vie limitée. Et vous avez hâte de mourir? Quand Pas même. du tout. J'espère. Pas du tout. Non, non. Parce que je crains la mort. Je crains la mort par la souffrance qu'elle risque de m'apporter. Mais la chose qui est merveilleuse, c'est que je sais où je vais. OK.
Et je sais que je vais retrouver cette lumière. Car auprès de cette lumière, j'ai vécu des moments, un moment, je ne sais pas de combien était de secondes ou de minutes, mais un moment merveilleux que je n'oublierai pas et qui a transformé ma vie d'ailleurs. Elle m'a transformé totalement. Mais on va en parler tantôt, mais parlez-moi de votre retour, parce que Voilà. la question qu'on se pose, si c'est si intéressant que ça depuis le fun, pourquoi pas rester là? C'est pas vous qui décidez ou... Bien sûr que non, c'est pas moi qui décide. Alors ça se passe comment? Ben, ça se passe parce que au bout d'un certain temps, cette lumière auprès de laquelle j'ai vécu un bonheur ineffable, merveilleux, cette lumière s'est éloignée de moi. Elle s'est éloignée de moi et c'est pas la lumière qui partait, c'est moi qui revenais. Et alors autant le bonheur que j'avais auprès de cette lumière a été grand, autant la tristesse m'a envahi à ce moment-là quand je suis reparti, quand je suis redescendu dans ce tunnel. Et disons que à ce moment-là, j'étais d'une tristesse infinie. Mais, si vous voulez, j'avais quand même une résignation. Une résignation car j'ai emmené un petit peu de cette lumière avec moi. Êtes-vous repassé par la chambre noire? Non, pas du tout. Non, j'ai refait le même chemin. J'ai refait le même chemin et je suis revenu dans la salle d'opération. Je suis repassé au-dessus du corps de la personne que l'on opérait et je le réintégrais. Et je l'ai réintégré par la fontanelle. J'ai réintégré ce corps par la fontanelle et il est redevenu à ce moment-là mon corps. Et je l'ai réintégré avec, je dis souvent cela lors de mes conférences, comme une main épouse un gant. Autrement dit, j'ai réhabilité mon corps. Il est redevenu le mien. Mais à ce moment-là, j'ai recommencé à souffrir parce que je suis redevenu moi-même. Mais si vous voulez, ça a été pour moi un moment fabuleux. Tantôt, vous m'avez parlé, vous me parlez de la salle d'eau, vous m'avez dit que ça peut être important, pour vous ne revenez pas là-dessus. C'est quoi le rapport avec la salle d'eau? Alors, la salle d'eau, je vous ai raconté quelque chose voilà, c'est toute mon NDE que je viens de vous raconter. Mais quand vous avez des confrères qui ont vécu eux aussi des NDE, parce qu'en France, le dernier détail, nous sommes 2 millions et quelques d'avoir vécu des NDE. Et lorsque je fais des conférences, je demande toujours dans la salle, y a-t-il des gens qui... Et il y a 5, 6 personnes qui le disent. Mais si vous voulez, je n'ai pas trouvé de réponse dans l'immédiat à tout ce que j'avais vécu. Mais petit à petit, ça s'est fait. J'ai été, comment dirais-je, avec une fièvre de 41 degrés. Il n'y avait pas de perfusion à l'époque. La seule chose qu'avait dit le médecin, vous n'avez pas à boire pendant 2 jours. Point, c'est tout. Mais déshydraté comme j'étais, je me suis rappelé que lorsque de ce voyage si particulier, en poussant 2 portes, j'avais vu un poste d'eau. Donc je me suis levé, alors que j'étais dans un état lamentable, et je suis allé boire à ce poste d'eau que j'ai trouvé en poussant 2 portes. Donc vous saviez où c'était? Donc je savais où c'était. Vous vous souveniez? Première chose, donc l'importance que je vous disais tout à l'heure du poste d'eau. Et ensuite de quoi, quelques mois plus tard, lorsque j'allais un peu mieux, puisque j'ai été le premier Toulousain à bénéficier de la pénicilline, du bistouri électrique qui en même temps, parce que j'ai eu le foie qui a été touché, et en même temps qu'il pouvait sectionner, il cicatrisait. Donc la masse qui était le foie n'était pas sanguinolente. Et quelques semaines plus tard, j'ai demandé à ce que l'on m'amène à la fenêtre. Et comme on passe tout à un grand malade, donc on m'a amené auprès de cette fenêtre et j'ai plongé mon regard tout de suite sur le côté gauche et je le vois en même temps que je vous le dis. Et j'ai vu un garage de vélo. Donc ce que vous aviez vu, c'était conforme à ce que vous aviez senti. Sauf la dernière fois, quand j'étais en l'air et que j'avais vu ça de nuit, il y avait 3 vélos. Alors que nous étions 2 jours et que j'ai vu, il y avait 22 vélos. C'est tout. Et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau qu'un garage de vélos. Mais je disais quelque part la plaque là, dont vous m'avez parlé aussi. Parce que je finis l'histoire de mon... Parce que, si vous voulez, si à ce moment-là, j'ai compris que d'une manière définitive,
que si le garage de vélo existait, si le poste d'eau existait, la lumière aussi existait. Et alors le bonheur infini m'a envahi. Et la plaque, elle a été vérifiée par la suite, parce que j'ai eu une relation extrêmement forte avec le chirurgien qui m'avait opéré. Et disons que tous les jours, il venait à mon chevet. Il a d'ailleurs été obligé de faire une déclaration à l'Académie de médecine pour dire ce qu'il avait fait, car j'ai été un des premiers Français à être opéré du foie. Car à l'époque, qui disait mort, le foie étant touché, la mort était inéluctable. Et de ce fait, quelques jours plus tard, quand je lui ai dit au médecin, lorsqu'il me changeait mon pansement, il m'enlevait des morceaux de foie qui remontaient encore par le trou béant que j'avais, je lui ai dit, au fait, docteur, vous avez mal fait votre travail, car à un moment donné, vous aviez mon foie sur la main droite, vous l'avez mis sur la main gauche, et vous avez taillé, vous avez enlevé une partie du foie. Ah oui, il m'a dit, c'est vrai, on te l'a dit? Et non, je dis, je l'ai vu. Et j'avais beaucoup de fièvre, il s'est dit, celui-là, il est un peu bizarre, il confond un peu ce qu'on dit, il est halluciné. Donc, il n'a pas fait tellement d'allusions, mais c'est quand même ça a travaillé. Il venait de temps en temps me dire, mais au fait, tu m'as raconté que tu m'avais vu faire ça, comment ça peut se faire? Oui, je lui ai dit, comme j'ai vu une plaque sous la table d'opération. Comment? J'ai jamais eu, il y a 10 ans que je suis que j'opère sur cette table, je n'ai jamais vu de plaque sur cette table. D'ailleurs, il me dit, attends, je vais aller voir. Et il est parti à la salle d'opération, et il est revenu 5-6 minutes plus tard, blanc comme un linge, en me disant, elle y est. Et de voir cet homme, ce scientifique, qui m'a découvert brusquement avec un air qui était plus affectueux que professionnel, si vous voulez. Et plus tard, après, quand je marchais, quand je commençais à me lever, il m'a dit, tiens, viens, on va aller voir la salle d'opération. On va aller voir la salle d'opération. Et à la salle d'opération, il m'a dit, je vais te montrer la... Non, je lui ai dit, moi, je vais vous dire où elle est, la plaque. Et j'ai enlevé, effectivement, le molleton, simplement sur une distance de 20 cm, et la plaque est apparue, parce que je savais qu'elle était là. Vous l'aviez vu au travers du matelas. Si vous voulez, on va faire une petite pause, et on va voir ce que ça a changé dans votre vie, parce que votre vie a été passablement bousculée par cet événement-là. On en parle dans 3 minutes. À tout de suite. Avec moi, M. Jean Morzel, qui nous raconte son expérience de mort imminente. Vous savez, ce que vous avez vécu là, il y a plein de psychologues qui disent, écoutez, ce sont les symptômes d'un cerveau qui manque d'oxygène, et tout le monde qui manque d'oxygène voit des lueurs blanches, bleues, vertes et a l'impression de sortir de son corps. C'est un symptôme du cerveau qui ratatine. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je réponds à ça qu'on peut voir des couleurs, mais on n'a pas la possibilité de voir un garage de vélo, on n'a pas la possibilité de voir une plaque sur une table d'opération. Parce que, si vous voulez, moi j'ai vu des choses concrètes, c'est la seule chose qui me caractérise un peu des autres personnes qui ont vécu des choses comme moi. Mais vous aviez pris du chloroforme, oui, bien sûr. C'était pas une divagation de la drogue, non? Mais non, le chloroforme a servi à m'endormir, hein, si vous voulez, à me faire tomber dans un espèce de coma. Donc c'est pas un rêve que vous avez fait là? Mais pas du tout, c'est pas un rêve. Je n'aurais pas pu voir une plaque sur la table d'opération. Je n'aurais pas pu voir un garage de vélo. Je n'aurais pas pu aller... Comment aurais-je pu connaître que j'avais vu un garage de vélo, comme je vous le disais? Pourtant, je ne connaissais pas l'histoire. Vous avez mis 40 ans avant de raconter votre histoire. Pourquoi? Je me suis tué pendant 40 ans parce que j'avais vécu une chose merveilleuse, j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'étouffait, je voulais en parler. J'en avais un peu parlé avec mon chirurgien qui m'avait un peu écouté, et qui, lorsque je lui avais montré la plaque, il m'avait serré fort contre lui, parce que vraiment ça a été une émotion intense pour l'un comme pour l'autre. Mais j'ai voulu en parler, j'ai dit, tu sais maman, à ma mère qui était à côté de moi, c'était la seule personne à qui je pouvais en parler, je lui ai dit, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire.
j'ai vécu quelque chose d'inouï. Je suis monté dans un tunnel, et sur ce tunnel, il y avait un voile bleu qui était agité par le vent. Ma mère, très prieuse, très catholique, elle m'a dit, elle s'est écriée « Merci, merci ma bonne mère, merci la Sainte Vierge, c'est elle qui t'a sauvé ». Elle a foncé à Lourdes et elle m'a mis une plaque. Et elle n'a su que l'histoire du voile bleu. Si elle avait su le reste, elle m'aurait construit une cathédrale. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc je me suis tue, parce que c'était tellement beau, tellement grand pour moi, que je ne voudrais pas être pris pour un fou. Peut-être, mais ce n'était pas important. Mais ça a duré combien de temps, là? Parce que quand vous nous racontez ça dans le détail, on a l'impression que ça a pris... vous étiez presque mort depuis 15 jours, là, presque momifié, parce que vous y allez seconde par seconde. Ça a duré combien de temps? Je ne sais pas. Je sais que mon opération a duré 3h30. C'est tout ce que je peux savoir au point de vue de temps. Mais combien de temps je suis resté près de la lumière, je n'en sais rien. Mais le peu de temps que j'y suis resté, elle m'a marqué à vie. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Vous dites que ça a été transformé. Tout. Quoi? Mes valeurs ont changé. J'ai une petite entreprise que j'ai dirigée, que m'a laissé mon père. Mais je n'ai pas essayé de gagner de l'argent. J'ai été un patron, je crois, pas tellement paternaliste, mais mes ouvriers, je dis mes ouvriers maintenant, mais c'était mes collègues de travail. J'ai eu une vie tournée vers les autres. Je suis beaucoup plus tolérant avec les autres. Je suis heureux de vivre, car si vous voulez, je ne savais pas, parce que je me suis tué pendant 40 ans, pourquoi ça m'était arrivé à moi. Mais j'ai su maintenant que ça m'est arrivé pour que je sois devant vous aujourd'hui et pour que je dise aux gens qui nous voient, aux gens qui nous écoutent, n'ayez plus peur de la mort. Qu'on ait peur de mourir, c'est vrai. Mais vous avez peur de mourir quand même, vous me l'avez dit. Mais j'ai peur de souffrir de la mort. Okay. Mais je n'ai pas peur de mourir. Si on me disait que tu vas mourir le 25 décembre de l'année qui vient, je me préparerai, mais c'est tout. Avec mon épouse, qui absolument suit mes idées à fond et qui m'aide beaucoup dans ce qu'elle me fait, dans les conférences que je fais, je suis heureux. Mon enterrement est déjà prêt. Et quand je rentre, mon corps rentrera dans l'église, parce que je me ferai quand même enterré par l'église, le chant qui serait prévu, c'est « Oh, happy day ». De bonne humeur. De bonne humeur. Et j'espère que les gens vont rire. Vous savez, la principale critique qu'on entend quand on entend des témoignages comme le vôtre, c'est ça a tellement l'air intéressant de partir que ça a pris aussitôt au suicide. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais non, je n'ai pas du tout envie de me suicider, parce que je sais que je suis mort tel jour, que je mourrai tel jour, que le reste m'appartient, et je ne vois pas la raison pour laquelle je vais me suicider, parce que j'ai un travail à faire sur cette terre, et mon travail n'est pas encore fini. Je suis jeune encore. Oui, un petit 80. Un petit 80, qu'est-ce que vous voulez que ce soit? M. Morzel, vous avez publié des livres, et là je vais les nommer parce que la dernière fois j'ai eu beaucoup de courriels des gens qui voulaient avoir les titres. Ça s'appelle « Témoignage d'éternité après la mort, la vie » aux éditions Aquarius. Oui. Et également « Tout commence après, mes rencontres avec l'au-delà » aux éditions CLC. Jean Morzel, donc. Et puis vous donnez des conférences, là, ça apparaît au bas de l'écran. Conférence le jeudi 26 juin et le jeudi 3 juillet à 19h30 à l'espace transparent sur le Clark, le métro de Castelnau. Merci beaucoup, M. Morzel. Je vous en remercie infiniment. Bye bye. Merci. C'est tout ce qui nous concerne. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez vécu de bons moments. Ça a été mon cas, on se retrouve demain.